Bonjour tout le monde, aujourd'hui on est là pour parler donc de la Celica. Donc on est aujourd'hui avec la version 143, un ZZFE. Donc Toyota a décliné en deux modèles, tout simplement. Donc il y a eu le modèle avec le 1ZZ en 143 et le modèle en 2ZZ en 192. Aujourd'hui, donc comme je vous l'ai dit, on est avec le modèle 143. Phase 2. Phase 2, il a raison. Pourquoi j'ai fait le choix de prendre une 143 plutôt qu'une 192? Pour la simple et bonne raison, en fait, c'est le couple. En fait, c'est deux architectures moteurs qui sont complètement différentes. Une qui se rapproche plus du VTEC de chez Honda, donc la 192, pour la même cylindrée, c'est-à-dire qu'on est sur les deux modèles sur de la 1.8. Si ce n'est que la 192 en fait prend 8600 tours et a de très grosses lacunes de couple à barre régie. Jusqu'à présent en fait c'était mon daily, jusqu'à peu. J'avais besoin d'une voiture quand même un petit peu économique, entre quelque chose d'assez polyvalent. Elle a quand même beaucoup de qualité, donc c'est-à-dire qu'on a une voiture qui est quand même relativement spacieuse, relativement confortable, relativement bien finie, malgré l'utilisation de matériaux qui font quand même très plastique. Mais de toute manière, ceux qui sont habitués aux japonaises savent que le plastique est quand même représentatif, surtout des japonaises des années 2000. Donc en fait on se retrouve avec des tableaux de bord qui sont vraiment bien dessinés, des sièges bien dessinés, mais en fait faut pas regarder non plus trop près parce qu'on s'aperçoit vite que ça respire le plastique. Ça respire complètement le plastique. On est quand même sur de la sportive Toyota, c'est-à-dire qu'il y avait quand même un minimum de standing en fait à avoir une Celica à l'époque, hein, c'était vendu comme une sportive. Donc d'origine, comme je disais, on est sur une voiture qui est très polyvalente, coffre spacieux, assez confortable, planche bien dessinée, une consommation très restreinte pour la 143 en fait. Donc 98 en tout cas, moi personnellement j'ai réussi à faire jusqu'à 1000 km avec un seul plein, ce qui est absolument incroyable avec une essence Atmo de cylindrée un petit peu conséquente. Au niveau de la prépa, on a une prépa châssis qui est intégrale, c'est simple, il n'y a pas une pièce que je peux mettre en plus. C'est-à-dire qu'on est passé donc à la base sur des combinés filetés Tain. Aujourd'hui cette voiture elle est uniquement réservée pour aller arsouiller ou pour aller sur piste. Donc je me suis retrouvé avec des combinés filetés qui étaient limite beaucoup plus confortables que la suspension d'origine. Après c'est parti en couille totale. C'est-à-dire qu'on est passé sur des grosses barres anti-rapprochement, des grosses barres anti-roulis, des cales. Là actuellement on est sur du Nankang NS2R, donc je sais que c'est pas le saint graal du pneu, mais quand on passe un train de pneus tous les 3 mois, j'ai pas envie de mettre 600 balles dans du Toyo R888. Tu crois que tu t'es énervé sur les pneus? Le mec après s'est énervé sur des pneus. Complètement, parce qu'il y a un débat énorme, en tout cas chez les pistards, de savoir quel pneu est le mieux, quel est le meilleur compromis. À savoir que moi j'ai trouvé mon compte en tout cas avec les NS2R et j'en suis pour l'instant très content. Évidemment si le budget s'y prêtait, j'aurais comme je vous dis des Toyo R888. Mais quoi qu'il en soit, pour ce que j'ai testé, je préfère rester sur des valeurs sûres et quelque chose que je connais. Genre, on va enlever la veste, parce que du coup on est monté donc sur des NS2R, donc avec des jantes no name. On est sur des cales de 16 et de 20. Ça fit au mieux que c'est possible, hein, tellement que ça fitait que j'ai dû élargir les ailes à coup de roller fender, mais ça c'était une horreur, c'était une galère. Il a fallu faire un choix, c'est une voiture de piste, une voiture qui par définition est vouée à être cassée, à finir dans un mur. Tout ce qui est jante, tout ce qui est on va dire un peu consommable, tout ce qui prend cher en fait, j'estime que c'était pas nécessaire en tout cas de mettre un budget assez conséquent. Quand on veut par exemple du OZ Ultra Lagera, moi personnellement ça m'embêterait vraiment de mettre une somme astronomique dans des jantes qui sont vouées à... Même si ça reste incroyable. Ça reste incroyable. Enfin, les jantes sont vouées à manger du bac à gravier si jamais. Mettre quasi 2000 balles dans du bac à gravier, moi personnellement, ça m'énerverait. Au niveau moteur, au niveau prépa moteur, en fait, finalement, il n'y a pas énormément de choses. On est évidemment sur une ligne décatalysée avec une admission un petit peu sur mesure. Sur la partie équipage mobile, donc tout ce qui est courroie d'accessoires, une poulie dampeur allégée avec les galets de pompe à eau allégés ainsi qu'alternateur allégé. Ce qui permet quand même de monter en régime un peu plus plaisante, un peu plus conséquente. Donc au niveau de la prépa, moi pour l'instant j'estime qu'elle est à peu près terminée, même s'il y a quand même de grosses performances à aller chercher encore. Donc au niveau de l'intérieur, j'ai changé le volant, changé le pommeau de vitesse, mis des manos, changé l'autoradio pour avoir quelque chose quand même d'assez homogène et assez dans le délire en fait finalement une voiture de course en fait, parce que c'est clairement le délire apporté à la base lorsque j'ai acheté cette voiture, de me dire j'ai envie de fabriquer ma voiture de course, donc je l'ai acheté totalement d'origine. Ça passait évidemment par des équipements indispensables, donc avec le volant, le moyeu, les harnais aujourd'hui qu'on peut retrouver, les manos pour avoir l'information, les informations moteurs qui peuvent être essentielles. En tout cas, l'arrière est complètement vidé. C'est pas dit que le reste de la voiture le soit à un moment ou à un autre.
Donc évidemment on peut pas faire un essai sans faire un petit prise de son quand même de l'échappement avant tout. C'est parti. Nope. Réduction de poids oblige que le conducteur qui a un harnais. Oh putain la porte. Au volant de ce Celica, finalement, on se retrouve avec quand même plein de qualités, c'est-à-dire qu'on a quand même une direction qui est assez précise, assez franche, c'est-à-dire que ça mène là où on veut. Il n'y a pas de ressenti flou qu'on peut avoir sur certaines voitures, comme par exemple le Clio 3 avec la direction électrique qui peut être parfois un peu imprécise, un peu floue. Pourquoi je me sens visé? Mais c'est un bon exemple parce que moi qui en ai une aussi, pour moi ça me permet de comparer quand même avec quelque chose que je connais, quelque chose d'assez évident et que finalement tout le monde connaît. Là on est sur une direction hydraulique avec une bonne démultiplication de la crémaillère, ce qui permet finalement d'être assez incisif dans les virages quand on va s'engager. Ça permet d'avoir une voiture, lorsqu'elle est d'origine hein, bien entendu, qui s'avère être tout à fait convaincante en fait, pour aller s'énerver un petit peu sur une de montagne, qui libère son vrai potentiel. Par contre, une fois que ça commence à être préparé, une fois qu'on a quelques pièces d'origine, bon, on s'amuse quand même assez bien à son volant, mais on se retrouve quand même assez vite limité par son amortissement qui peut peut-être s'avérer être un peu souple, avec du roulis qui est peut-être un peu présent. On est quand même sur une voiture qui a un poids contenu, c'est-à-dire qu'on est en dessous de la tonne 100, enfin aux alentours de la tonne 100 à vide d'origine. Là, avec l'arrière qui est complètement vidé, voilà, la ligne en inox, des combinés filetés qui sont déjà beaucoup plus légers. On est plutôt aux alentours d'une tonne qu'autre chose finalement. D'origine, ça en fait une voiture très très satisfaisante, c'est-à-dire que c'est bourré de couple, et je parle en tout cas pour la version 143. C'est une version qui est quand même bourrée de couple, qui par rapport à certaines caisses bien plus puissantes avec des moteurs qui sont censés être bien plus expressifs en termes de puissance, on se retrouve parfois même à être surpris du couple qu'elle a et à quel point on peut sortir des virages à une vitesse assez importante. Et quand on couple ça finalement avec certaines pièces et qu'on met donc une bonne tenue de route, un couple omniprésent, ben on se retrouve finalement avec une voiture qui sort des virages comme une bombe, qui peut très bien faire face à typiquement une Civic Type R FN2 qui elle par exemple souffre cruellement de son poids et y compris de son nombre de couple à cause du VTEC évidemment, à la différence par contre qu'une Civic Type R, elle est couplée à une boîte qui est très très courte, ce qui permet quand même de rattraper un petit peu ses lacunes. Là on est quand même sur une voiture avec une boîte de démultiplication tout à fait correcte, c'est-à-dire qu'on est ni trop long ni trop court, ce qui permet encore une fois d'appuyer ce côté polyvalent, une voiture dit sportive en fait, parce que finalement c'est ça, c'est un coupé sport, on est typiquement dans le genre des voitures des années 2000, du coupé sportif des années 2000 que tout le monde voulait avoir dans son garage, parce que le coupé sport ben, c'était cool. Et aujourd'hui on se retrouve en fait avec des voitures qui sont complètement délaissées, qui sont complètement bradées au niveau tarifaire, au niveau du regard des gens, puisque on va se dire, on va pas se mentir, le coupé sport c'est la voiture du connard. On est dans une période où finalement le coupé revient à la mode, si bien que aujourd'hui une Celica, moi à l'époque où je l'ai acheté, donc ça fait 4 ans que je l'ai, et j'avais acheté un exemplaire qui était vraiment peu kilométré, avec un suivi d'entretien qui était vraiment carré, nickel et tout, qui finalement se trouvait à pas si cher que ça. Aujourd'hui, une Celica dans l'état dans lequel moi je l'avais acheté pour une 143, je parle même pas d'une 192, et qui plus est d'une phase 2, il y a des différences entre les phases 1 et les phases 2 qui font que la phase 2 vaut quand même un peu plus cher que la phase 1. La fiabilité déjà. La fiabilité déjà, donc avec un moteur qui ne consomme pas d'huile sur la phase 2. Après niveau puissance, niveau fiche technique c'est la même chose. Le freinage aussi. Voilà, comme dit Mathieu, à l'exception du freinage qui s'avère être celui de l'ATS, en fait, donc de la 192 sur la 143 phase 2. Donc aujourd'hui, un bel exemplaire de Celica, ça se négocie autour peut-être de 8-9 000. Certaines 192 se vendent jusqu'à près de 18 000 € sur le bon coin. Alors, est-ce qu'elles sont parties, est-ce qu'elles sont pas parties, je ne sais pas. En tout cas, il y a des gens qui ont eu le culot de mettre cette voiture, de l'afficher en tout cas à un prix exorbitant, tout à fait. On en revient justement à ce que je disais, de ce revival un peu du coupé mythique. Et quand on parle coupé sport japonais, ben, on ne peut que penser à la Celica finalement. C'est parti. Quelque chose que je trouve d'assez fantastique, c'est qu'on a un moteur qui, au compteur,
moteur au contour, on ne prend que 7000 tours. Ce qui est affolant, c'est que je vous jure qu'on a l'impression de prendre beaucoup plus en fait. On a finalement cet équilibre entre la boîte qui tire un petit peu long, ce son en fait qui vous fait dire que vous prenez beaucoup plus de tours en fait que ce que vous en prenez réellement. Finalement en fait vous offre des sensations mais qui sont pas comparables en fait. En abaissant la puissance mais en augmentant le couple, en fait a proposé quelque chose qui finalement, enfin concrètement ce moteur c'est un moteur de voiture berline. Ce moteur on l'a retrouvé dans le RAV4, on l'a retrouvé dans la Toyota A26, dans la Corolla. Ceux qui connaissent, elles sont dans les Lotus aussi. Mais en version 133 chevaux, je crois. Et 692 compresseurs. Voilà. Et il y a même une version compresseur sur les Lotus d'origine. À savoir d'ailleurs que ce n'est pas un moteur Toyota mais un moteur Yamaha. On les a même retrouvés lors de la production de la Lexus LFA. C'était plus pour le côté sonorité de la voiture. Yamaha étant fabricant de piano, ils avaient quand même une certaine science de l'acoustique à apporter. Et que la LFA avec son V10 en fait, elle fait un bruit qui est complètement fabuleux. Ah ouais, ça marche classique, ouais, ça marche assez bien. Donc voilà, après on a quand même une position de conduite qui est fantastique. Et surtout en fait une boîte 6 vitesses en fait avec un ressenti. Les vitesses passent toutes seules. Tu peux passer au rupteur chaque vitesse, il n'y a aucune vitesse qui craque. C'est vraiment incroyable. Donc en fait, pour résumer, pour dire un petit peu le mot de la fin, on se retrouve quand même avec une voiture d'une polyvalence incroyable, bien fabriquée, costaud, solide. Ça a vu beaucoup de track day et franchement avec ce que je lui ai mis dans la gueule, elle aurait dû casser déjà 800 fois. Donc japonaise oubliée. Japonaise oubliée, mal aimée et qui aujourd'hui se négocie à des tarifs ahurissants. J'espère que cette petite présentation vous aura plu et à la prochaine pour je sais pas, une Twingo, une FN2. Ouais. On verra. On verra bien. En attendant, j'espère que ça vous aura plu. A plus. Et à plus. Allez, bye bye.